Gilbert Grandjean, conseiller de formation aussi, donc on a traité de formation de la ville. Moi j'avais la question qui était proche de celle d'Emmanuel Tréby, c'était la question du mot utilisé, des mots utilisés. C'est vrai qu'on utilise formation, par exemple pour parler auto-formation. Alors c'est vrai que si on est trop formaté, on pense dispositif, parce qu'une des questions qui était en titre, c'était les dispositifs, comment ils évoluent. Et c'est vrai que si on pense apprentissage, notamment apprentissage dans le milieu, comment on apprend dans un milieu de vie, du coup le mot formation, il est ambigu, parce qu'il renvoie pour des professionnels, je sais que c'est difficile pour moi, il y a un saut à faire, parce que se former par soi-même, je ne sais pas si c'est le mot formation qui convient, ou si c'est pas le mot apprentissage, je ne sais pas quoi. Bon, le mot compétence, il est encore plus ambigu, parce qu'il est proche de performance, mais voilà, donc je voulais dire, est-ce qu'on peut organiser la reconnaissance des apprentissages des personnes hors de tout dispositif. Enfin voilà, c'est ça la question. Oui, c'est mettre les gens en compétence de reconnaître l'apprentissage. Je pense que par exemple, il y avait une fonction nouvelle qui est très importante, vous en parlerez beaucoup dans les ateliers cet après-midi, qui est l'accompagnement. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une place importante par rapport à quelque chose qui rompt avec la tradition des savoirs constitués, justement, qu'on transmet. C'est comment permettre par un accompagnement approprié et la reconnaissance et la validation des acquis d'expérience dans cette démarche formative, à mon avis, comment leur permettre de prendre conscience de ces acquis et de les formaliser. Parce qu'ils ont, c'est des savoirs qu'ils ignorent souvent. Et puis on ne sait pas valoriser. Moi je suis très content de voir que l'éducation nationale, aujourd'hui, puisque vous en faites partie, a enfin pris la décision, c'est nouveau, de faire une expérimentation systématique des portefeuille de compétences sur les compétences de base dans les collèges. Par exemple, cette expérimentation nationale qui est lancée aujourd'hui, basée sur le volontariat, c'est essayer dès l'école, non pas de seulement transmettre des savoirs, il faut continuer à transmettre des savoirs de base, mais en même temps de pouvoir permettre dès l'école, c'est ça, dans l'école, d'avoir réflexe. Le portefeuille de compétences, c'est pas seulement le Facebook des professeurs artistiques, c'est pas seulement une sorte de garde-mémoire de ses acquis, c'est aussi un réflexe pour moi. C'est-à-dire comment garder des traces de ces apprentissages quotidiens. C'est-à-dire pouvoir les formaliser, les nommer au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi, quand je poursuivais l'idée de portefeuille de compétences, c'était pas seulement leur dire vous avez réalisé un objet, mais il est transitoire. Et donc, il faut absolument que vous le mainteniez et que au quotidien, eh bien, vous gardez des traces quand vous pensez que vous avez fait un apprentissage, que vous ayez ce réflexe de garder des traces. Je pense qu'il y a un contenu de formation qui serait de permettre aux gens d'acquérir ce réflexe de garder des traces de leur apprentissage, et ça s'inscrit dans un processus d'auto-formation. Parce que ce n'est pas quelque chose de commun, ce n'est pas quelque chose d'admis. Ça rejoint aussi ce qu'on peut appeler les portfolios dans certaines universités étrangères, comme celle canadienne, où vous avez, en dehors du cursus, la possibilité aussi de garder des traces. C'est vraiment cette idée de réflexe. Je pense qu'on devrait, dès l'école, dès le programme scolaire, essayer de valoriser les apprentissages acquis, que les gens les aient eus dans leur vie quotidienne, en regardant la télé, en regardant Internet, en suivant des cours. Essayer de tenir un journal comme ça de leurs apprentissages et avoir ce réflexe de garder des traces de ces apprentissages. C'est toujours d'ailleurs plus facile de les garder au moment où on les fait que d'essayer de les retrouver quand c'est quelque chose dans l'accompagnement ultérieurement. Emmanuel Journeau, chef de projet au Infolor, le CARIF de la région Normandie. Et je travaille plus particulièrement sur l'orfolio qui a été évoqué tout à l'heure, qui est le portfolio numérique de compétences qui a été expérimenté ici au Canada. Et j'avais donc une question autour des portefeuilles de compétences par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez expliqué qu'en gros, il fallait produire quelque chose qui ressemble aux gens. Oui. Je suis assez d'accord avec ça, sauf qu'il y a quand même une tendance actuellement, notamment au niveau de l'Europe, d'une normalisation de l'expression des compétences, et notamment au cours de la directive Europass. Et donc justement, puisque vous avez parlé de mariage, comment marier cette tendance un peu lourde de normalisation avec cette expression un peu individuelle des compétences? Oui, là c'est en effet l'Europe, alors ça découle aussi des travaux qui avaient été menés en France
en prolongement du rapport Serre autour d'une association qui s'appelle Trivium avec les arbres de connaissances qui est des vides. Et vous avez donc cette association Trivium, et vous avez au niveau de l'Europe une tendance, mais qui correspond aussi à la culture de certains pays, assez normative. D'ailleurs, c'est des pays qui souvent sont dispersés et qui ont besoin des normes pour pouvoir essayer de recoller les boulons. C'est le contraire de la France, qui est un pays centralisé et qui cherche désespérément les voies de concentration. Là, vous êtes dans des pays où la déconcentration est mise et on a besoin de normes, de standards pour essayer de recoller un peu les boulons. On trouve ça aussi aux États-Unis. Donc vous pouvez avoir dans ces domaines-là une perspective normative. C'est ainsi que le portfolio nord-américain, par exemple, il est entièrement normé. Si vous regardez une marque sans regret qui a développé le portfolio, c'est un objet où la première page est la même pour tout le monde, la deuxième est pour tout le monde, etc. Et que vous êtes devant quelque chose qui est un objet normé, et vous serez suspect si vous ne le montrez pas, parce que c'est un objet social identifié, aussi suspect que si vous n'avez pas de carte de crédit. Enfin, je veux dire que quelque part, c'est vraiment des objets normés. Alors, c'est l'avantage de la normalisation, c'est que ça devient quelque chose qui a une validité sociale forte. Moi, j'ai toujours lutté contre ça. Quand j'étais à la DFP, un jour, on avait été convoqué par le CERFA, le Centre d'études sur les formulaires administratifs, qui était aux Invalides, avec une Madame Marchand et une Madame Fondeviol. Et ils voulaient, au nom de l'Europe déjà, parce qu'on faisait des expériences de portefeuille de compétences, avoir un modèle normatif qui allait imposer à toute l'Europe. Et nous, c'est avec Joseph Pascal et toute l'idée, on a dit qu'on ne fait pas notre prix. Nous, on veut que dans chaque institution qui développe par rapport aux individus qu'il faut, ils essayent, en gardant tout de même une méthodologie rigoureuse de formalisation de l'expérience, ça c'était le point fort, avoir des objets qui leur ressemblent et à géométrie variable. Il n'est pas question qu'on s'inscrive dans l'Europe. Alors aujourd'hui, l'Europe, en effet, développe tout ça. Alors on a des courants qui essaient de lutter contre ça. Je suis dans un programme avec une collègue du CLAM, Pascal de Rosario, européen aujourd'hui, sur la diffusion d'un portfolio qui n'est pas du tout ce portfolio normalisé, et qui peut être aussi l'application d'Europass. Donc dans ce domaine-là, je trouve qu'on développe avec quelques pays. C'est un programme très réussi, qui maintenant est en phase de dissémination, on a ce prolongement. Donc là, un exemple où c'est basé sur justement la résolution de problèmes et quelque chose à géométrie variable, on le fait. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dominant au niveau, quand on fait des réunions internationales, on n'est pas dominant. La dominance, c'est vraiment cette recherche de normes. Et en même temps, je salue la possibilité d'inclure dans quelque chose qui va être la géométrie variable. Je salue des portefeuilles des langues, je salue les portefeuilles des compétences numériques, qui se trouve que je connais parce que j'avais fréquenté dans ce programme européen Sylvie Rondeau, qui est parmi l'éducation des gens qui les ont mis en place. Donc dans ce domaine-là, je trouve qu'il est très important aussi que sur des points précis, on puisse, dans quelque chose de global, inscrire des possibilités plus normées sur des champs particuliers. Donc vive le portefeuille des compétences numériques, vive le portfolio des langues, etc. Ou les trucs comme ça, c'est important. Mais en même temps, gardons cette idée de géométrie variable. Et c'est tout de même très réconfortant de voir, pendant l'avoir fait pendant 10 ans tout de même, j'ai accompagné tout de même plus d'1 millier de portfolios facilement, et bien de voir combien c'est réconfortant de voir que les gens à la fin. Alors à la fin, c'est tous parents, tous différents, il y a un air de famille, puisque la méthodologie est un peu la même. Mais il y a tout de même une différence quant à la manière dont ils présentent, qu'ils organisent, l'accent qu'ils mettent sur tel ou tel point par rapport à la logique d'utilisation qu'ils visent. Donc je crois qu'il est très important de regarder cette géométrie variable et d'éviter et de lutter contre toute idée de normativité qui en effet est à l'œuvre, parce que c'est vrai que c'est réconfortant par rapport à la circulation de la main-d'œuvre en Europe, par rapport à tout ça, mais c'est une illusion, on dit. Et il faut lutter contre, il faut garder cette idée de géométrie variable, et ça c'est un convaincu qui parle.